for a Responsible Economy and our session entitled Climate and Social Crises. Le climat et donc ceci est un entretien entre Roland Brattray. Malheureusement, j'ai eu quelques soucis techniques. Ça arrive quand on essaye de se mettre en ligne pour un événement international. Et je suis désolée pour ce bug et ce retard. Je vous rejoins depuis le Canada et nous avons beaucoup de neige. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles la connexion Internet a été difficile à mettre en œuvre. Je m'appelle Leo Rothschild. Je suis le directeur exécutif du CBSR, une association professionnelle canadienne en faveur d'une économie de biens. Et je remercie aux organisateurs d'avoir organisé cette réunion virtuelle et ça montre vraiment la ténacité des organisateurs pour faire et accomplir ce rendez-vous malgré tout. Je suis très heureux d'être parmi vous avec mon interlocuteur. Comme j'ai été obligée de travailler depuis mon ordinateur, de mon téléphone et non depuis mon ordinateur, je ne vais pas pouvoir voir les questions venant du public. Donc, j'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider à m'envoyer les questions qui viendront du public pendant notre entretien. Dites-moi, je vais commencer peut-être par vous expliquer le contexte dans lequel nous nous situons aujourd'hui. La pandémie globale nous empêche d'atteindre nos objectifs contre la pauvreté extrême, contre les maladies, etc., jusqu'en 2030. Le mouvement Black Lives Matters a eu un impact important et a montré les injustices raciales qui existent et le besoin de changements systémiques. Nous ne sommes donc pas à l'heure pour les objectifs de température qui ont été convenus à Paris. Au niveau pré-industriel, tout cela crée des défis importants et nous partageons la planète avec 10 milliards d'habitants d'ici 2030. Tout ceci nous appelle à devenir plus durables, inclusifs et résilients. Il y a de nombreuses raisons d'espérer. Il y a beaucoup d'efforts de conservation et de préservation et qui deviennent de plus en plus globaux. Ensuite, les coûts et on voit qu'il y a une transition vers des solutions à empreinte carbone basse. Des entreprises de toute taille essayent de protéger leurs collaborateurs, d'investir localement et d'épargner les ressources locales. De nombreuses entreprises s'y sont mises au Canada et dans d'autres pays. Elles font un travail magnifique. Et des entreprises qui se sont focalisées sur des critères ESG bien avant la pandémie déjà et qui performent magnifiquement et qui ont bien performé pendant la pandémie. Tout ça, ce sont des raisons d'espérance. Ça va nous aider à nous poser des questions et à comment réformer la finance pour que le monde soit plus d'équerre. Je suis heureux de vous introduire Bertrand Bradier, qui est connu comme l'ancien directeur général et le directeur financier de la Banque mondiale. Maintenant, il
est un dirigeant et a fondé le Blue Like an Orange Financial Capital. En juin cette année, Blue Like an Orange a réussi à lever 200 millions de dollars. Ils sont les financiers avec Emmanuel Macron, un fonds pour identifier une stratégie climatique. En septembre de cette année, il a publié son dernier livre. Est-ce que nous voulons vraiment changer le monde sérieusement? Et donc, je voulais lui souhaiter la bienvenue, le remercier pour être avec nous aujourd'hui. Bonjour, je suis vraiment content que nous ayons réussi à nous parler. Oui, désolé pour ces problèmes techniques, vraiment. Je suis heureux que ça ait marché. Merci de m'avoir attendu. Ma première question, c'est par rapport au livre que vous venez de publier. Pourquoi ce titre? Le titre, c'est « Est-ce que nous voulons sérieusement changer le monde ?» Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre? Donc, c'est évidemment mon idée, pas celle de mon éditeur. C'est par rapport à ce que j'ai vu au cours des 12 dernières années. Nous avons vécu des crises économiques et financières très dures. Et nous avons essayé de préserver le système. Nous ne sommes pas encore morts, donc nous avons réussi d'une certaine manière et le système a continué à naviguer tranquillement, mais nous n'avons pas vraiment attaqué les problèmes causes de notre problème, de notre situation. Avec les objectifs du climat à Paris, nous avons décidé de vouloir changer le monde. Nous voulions un futur résilient et durable. Mais nous n'avons pas été très sérieux à ce sujet parce que nous n'avons pas vraiment attaqué, nous ne sommes pas attaqués aux changes qui sont nécessaires pour y arriver. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souvent dit, vous avez souvent dit, d'autres certainement, que ce soit à l'ONU, la Banque mondiale, à Davos et dans d'autres endroits, nous voulons changer le monde, mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas vraiment sérieux. Et avec cette nouvelle crise, c'est une autre opportunité pour cette fois-ci être beaucoup plus sérieux que les dernières fois et de terminer le job que nous avons juste commencé. Je crois que ce que vous décrivez, c'est que les gens veulent changer le monde, mais que quand il faut le faire, c'est plus difficile que ça le semblait au début. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner un petit avant-goût? Quels sont les exemples de changements structurels qui pourraient se faire pour apporter un changement? Par exemple, il faut comprendre d'où nous venons. En réalité, nous habitons dans un paramètre, dans un dispositif qui a ses racines qui ont été créées il y a une cinquantaine d'années. Donc, pour être simpliste et pour être illustratif, dans les années 70, Freeman a publié un article intéressant dans le New York Times le 13 septembre 1970 intitulé « La raison du business, c'est d'augmenter son profit ». La question à l'époque, c'est de savoir s'il fallait changer la gouvernance de General Motors pour élargir le board et accueillir des personnes qui représenteraient des acteurs de la société civile. Et M. Freeman disait non, le but, c'est de maximiser le profit. Sur la base de ça, nous avons édité une certaine de normes, de standards, de devoirs, des policiers, des stratégies, etc., qui ont surtout fait un cadre dans lequel et qui ont caractérisé la manière dont nous voyons le business. Donc, il n'y a pas vraiment une balle dorée en or qui va réussir à tout changer. Il faut maximiser le profit
quoi qu'il en coûte, et nous avons de mal à changer de cette histoire de profit qui est une fin en soi à un profit qui est un moyen vers une finalité. Vous savez qu'il y a des professeurs d'Oxford, Colin Mayer, qui dit que la raison du business maintenant, ça devrait être de trouver des solutions profitables et rentables aux problèmes de cette planète et de ses habitants. Ça doit devenir un moyen vers une finalité. Et la finalité, c'est la durabilité et l'utilité. Le profit peut être justifiable parce que c'est durable, etc. C'est une grande différence. Dans le profit devient un moyen vers une finalité et pas une fin en soi. Après ça, il faut vraiment ouvrir sa boîte à outils et commencer à changer les choses. Si nous ne faisons pas ça, nous dépendons de la bonne volonté des individuels, par exemple Schneider ou les PDG d'autres grands groupes de Danone. Et si ces personnes changent, on ne sait pas si les successeurs vont améliorer les choses. Il n'y a pas de pression sur le système. C'est ça qui me rend un peu inquiet. Nous arrivons donc à la roadmap de 2050, mais nous dépendons de la bonne volonté d'institutions et de personnes. L'accord de Paris, c'est la même chose, c'est volontaire. Nous essayons de faire de la pression sur nos pairs, mais ça ne va pas se passer. Donc, comment changeons-nous ça? Ça, pour moi, c'est le défi pour les prochains 15 années. Il faut changer les règles du jeu. Je vois que là, on parle du macro-système et de comment est-ce que ça peut changer. J'aimerais bien y revenir un peu plus tard. Et je pense que c'est intéressant que vous, par rapport à d'où est-ce que vous venez, vous travaillez comme de grandes institutions comme la Banque mondiale, vous avez fait un grand changement en vous focalisant sur de l'investissement durable et qui a un impact dans le Blue Like Orange. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est que vous faites pour ceux qui ne connaissent pas trop les fonds d'investissement. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quelle manière est-ce que vous changez les choses? Eh bien, il y a toute une série de définitions. Prenons un peu de recul. Il y a 50 ans, ou même 200 ans, à Lille, en plein milieu de la zone minière, au 19e siècle, la finance dépendait des retours. On creusait des mines, on trouvait du charbon, on le vendait et on continuait à creuser des trous. C'était comme ça que ça marchait. Dans le 20e siècle, nous avons sophistiqué le dispositif et nous avons créé le marché financier. C'est des risques et des retours. Et tout le business tourne de cette manière, à différents niveaux, au niveau individuel ou corporate. Ce que je voulais dire, c'est que dans le 21e siècle, nous devrions agir aussi sur l'impact, c'est-à-dire le risque et l'impact. Qu'est-ce que c'est? C'est se connecter avec la planète, avec les personnes, se connecter avec les roadmaps que nous avons tous signés. Nous vivons sur une planète qui a des limites, nous vivons avec des personnes qui ont des besoins. Et si nous ne les prenons pas à bord, si nous ne rajoutons pas dans ce modèle les besoins environnementaux et sociaux, nous allons rater quelque chose et nous allons nous écrouler. Donc techniquement, cela signifie que quand vous faites un investissement, vous essayez de prendre en considération le modèle des investissements et d'y ajouter les impacts environnementaux et sociaux. C'est un impact positif sur l'environnement et social de votre business. Et ça, c'est la manière dont on avance. Vous regardez la diversité, mais bottom line, vous devez avoir l'intention, vous devez mesurer et vous devez suivre et faire le reporting. D'accord? Je vois ce que vous voulez dire en termes de retour et de risque et d'impact. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple peut-être assez générique de comment est-ce qu'on choisit la bonne combinaison, c'est-à-dire le bon mix entre l'impact, le retour, le risque? Oui, alors prenons l'exemple de Blue Like an Orange. C'est un fonds d'investissement que j'ai créé il y a avec mon ami et mon partenaire.
il y a 3 ans, il n'y a pas de trade-off entre le retour et l'impact. Vous ne pouvez pas avoir un trade-off parce qu'en fait, dans notre ville, les fonds d'investissement, etc., qui gèrent votre argent, est axé sur la majoration et la maximisation du risque. Donc, on vous dirait que vous aurez un plus grand impact et peu d'argent. Ça ne va pas marcher. Donc, il faut réconforter les gens. Ils seront rémunérés pour le risque qu'ils prennent. Première étape. Deuxième étape, en plus, nous engageons à donner un impact qui sera lié, dans notre cas, Blue Lagoon Orange, à le développement environnementaux. Par exemple, un des investissements que nous avons fait à Colombie en début d'année, c'est une entreprise qui s'appelle Movi, c'est une fintech. Son objectif est d'apporter des services financiers au bas de la pyramide, notamment aux réfugiés qui viennent de Venezuela. Et ça, c'est super parce que pendant la crise, en Colombie comme en France et dans d'autres pays, il y a beaucoup de gens qui étaient confinés, qui devaient rester à la maison. Le gouvernement voulait leur donner de l'argent, mais grâce à FinTech, ils ont été possible de leur donner de l'argent, de leur distribuer de l'argent. Donc ça, c'est un vrai impact. Ça a été testé dans la vraie vie tout de suite après avoir fait l'investissement. Ça, c'est un bon exemple. C'est un excellent exemple. Et pour continuer dans cette foulée, est-ce que c'est compliqué de vérifier qu'il y a un impact mesurable, notamment par rapport au SCG, au ESG? Comment est-ce que vous arrivez à voir ça? Je pense qu'il ne faut pas être parfait dès le premier jour. Je pense que c'est important. Il faut essayer, se tromper, recommencer. Les principes, c'est l'intégrité et la transparence. Vous devez dire, voilà ce que je veux atteindre, voilà la manière dont je vais le mesurer, et ça, c'est ce que je vais reporter. Et ensuite, il peut y avoir des erreurs ou des aléas. Mais au moins, si vous êtes équitable et transparent, nous avons créé, par exemple, ESG Blue et nous essayons d'analyser l'impact de $1 investi dans une fintech, par exemple, contre $1 dans un problème d'eau ou dans un programme de dispensaire. Et par rapport à une entreprise ou une banque. C'est comme ça que nous avons construit notre logique. Nous voulons voir combien de jobs ont été créés, si la balance homme-femme a été respectée, l'innovation, l'environnement. Et avec le management, nous sommes tombés d'accord sur des enjeux et des objectifs. Et petit à petit, la société peut être plus ou moins reculer ou augmenter, ça dépend. Il faut être ambitieux et humble parce que c'est encore une courbe d'apprentissage. Et un des points importants pour moi, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller dans cette direction-là, c'est que c'est assez clair de faire de l'impact en Canada et en France. C'est un peu plus difficile dans des pays qui connaissent moins ce genre de concept. Et je ne voudrais pas que ce soit un nouveau modèle qui vienne de l'extérieur, qui soit imposé aux économies locales. Donc, je pense que nous devons construire ça avec eux. Je ne veux pas être un Washington Consensus, qui était le consensus qui a été mis en place par la Banque mondiale et l'ONF dans les 1990. Je ne veux pas imposer ce nouveau consensus basé sur le SGG et les bons pays occidentaux vont dire quoi faire. Il faut qu'on fasse ça ensemble, c'est très important. Je ne veux pas de ça. Ce que vous dites vraiment est très important et éclairant de cet héritage de la Banque mondiale qui impose des idées, des concepts pour construire ensemble. On a un peu l'impression qu'il y a des leçons qui ont été tirées du passé. Et pour revenir à l'histoire, parce que je sais que vous avez fait des études d'histoire, est-ce que vous diriez que vous avez été un des directeurs principaux d'une banque française dans la crise financière de 2008. Est-ce que vous croyez que les leçons étaient tirées de ces crises financières? Je pense que la réalité, la manière dont nous avons adressé la crise de 1978
et de la grande nous avons tiré les leçons du crash. Nous avons évité les grandes erreurs que nous avons commises, notamment de laisser les banques faire faillite. Après Lehman Brothers, nous avons stoppé ça, ce qui est une grande différence entre les années 30 et la dernière crise. Nous avons protégé le système bancaire. Ça a créé des tensions, mais c'était très important de ne pas les laisser s'écrouler. Ensuite, nous avons aussi évité, au moins jusqu'à aujourd'hui, le protectionnisme. Et au début, nous avons coordonné un package stimuli avec l'aide de la Chine. Donc, nous avons tiré les leçons. Avec la crise de la pandémie actuelle, nous avons tiré les leçons de 2008-2009. Également, les banques centrales et les gouvernements ont été très rapides à réagir et à mettre beaucoup d'argent sur la table. Les banques centrales, notamment, en 3 mois, ont réussi à faire ce qu'ils auraient fait en 3 ans par le passé. Et la grande différence, et là où nous n'avons pas tiré les leçons, c'est que nous sommes devenus plus en plus centrés sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas ce qui se passe au dehors de nos frontières. Vous protégez votre propre pays et vous donnez de l'argent à votre propre pays. Et sur le G20, les ministres des Finances, et je pense que ça, c'est le grand échec de cette crise, contrairement aux autres. En mars de cette année, le Banque mondiale ont voulu mobiliser 200 à 300 trillions de dollars pour aider les pays émergents. Le résultat du G20, ça a été d'accepter de décaler ceci à 10 à 15 billions. C'est un effort collectif pour adresser une crise de 200 à 300 trillions. Donc, nous avons une approche très égoïste. Nous voyons ce qui sort des réunions G20, mais nous n'avons pas tiré les leçons. Voilà, c'est très intéressant ce que vous dites, effectivement. Est-ce que vous diriez que la crise de 2008, l'argent est allé à des entreprises et ce que ces entreprises n'ont pas créé des emplois avec cet argent, que certains de ces groupes n'ont pas investi dans des choses qui ont un impact. Est-ce que c'est plutôt un effort aujourd'hui que l'argent qui est envoyé dans l'économie ait un impact positif? Alors, il y a 10 ans, il n'y avait pas vraiment d'intention de le faire. Nous l'avons fait à la marge. En réalité, les objectifs était de stimuler l'économie, de le faire aussi vite que possible et de le coordonner au niveau global. Et ça a marché assez bien, en fait, il faut dire, quand même. Maintenant, j'espère que c'est différent. Je ne suis pas encore sûre que ce soit complètement différent, on verra. Mais l'idée, c'est que nous mettons tant d'argent sur la balance sans qu'il y ait des conditions. Donc, il faut quand même voir où sont les conditions. Personnellement, je pense fermement que si nous mobilisons des trillions de dollars, il vaut mieux mobiliser vers l'avenir qu'en regardant vers le passé dans le rétroviseur. Je pense que c'est important d'utiliser cette opportunité pour soutenir l'industrie du futur, pour améliorer les compétences des personnes et pour que nous soyons sur les rails. Et je ne suis pas sûre que cela se passe. Mais je vois qu'il y a un effort qui est fait en Europe, en tout cas. Ce n'est pas certainement partout le cas dans le monde. Et j'ai l'impression que la Chine aussi accomplit pas mal de choses. Je ne sais pas à quel point. Mais je pense qu'il y a encore une mobilisation qui ne s'est pas encore affaiblie. Le problème, comme je le disais, ce n'est pas seulement de mobiliser de l'argent à un certain moment de l'histoire, c'est aussi de travailler sur notre système. Parce que si nous ne travaillons pas sur le système, l'argent public ne dure qu'un temps. Il faut mobiliser les leviers économiques qui obéissent aux règles. Et si les règles ne changent pas, rien ne va changer. Donc je pense que c'est une responsabilité non seulement des gouvernements de discuter les standards et les normes, mais aussi une responsabilité de nous tous en tant que consommateurs, investisseurs, travailleurs, dirigeants, entrepreneurs, pour aider à pousser dans la bonne direction. Je pense que là,
Effectivement, tout le monde l'attend, notamment en France. Les gens rêvent du monde après. Le monde après sera super, formidable, gentil, bisounours, résilient, inclusif et durable et tout. Je ne suis pas sûre encore. Je pense que c'est encore ouvert. C'est une possibilité que nous allions vers une économie durable, mais il y a encore la possibilité que par rapport à cause de la crise, le monde après redevienne le monde d'avant, mais en pire. Je veux dire par là, avec un capitalisme encore plus brutal, parce qu'il faut réduire les coûts, la concurrence sera très importante. Je ne sais pas où nous allons, mais c'est la lutte à laquelle nous assistons aujourd'hui. Nous sommes à un carrefour et j'espère que nous prendrons la bonne direction. J'aime bien cette tendance et ce que vous disiez au sujet du carrefour, que les gens soient partie prenante du processus par leur investissement. Laissez-moi revenir à un sujet pour influencer la direction future. Pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, je suis en train de discuter avec Bertrand Badré. N'hésitez pas à nous poser des questions et envoyez-moi des questions pour que on puisse en discuter. N'hésitez pas à le faire pour que ça devienne un peu un entretien virtuel. Alors, nous allons avancer. Il y a une autre chose que je trouvais très intéressante, c'est que vous avez parlé de comment débloquer au fait des millions et des milliards de... comment est-ce que on y arrive? Comment est-ce qu'on arrive à faire ce changement? Alors, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé en 2015. À cette époque, nous avons vraiment écrit les principales orientations. Mais au fait, nous nous sommes accordés sur sur tout ce qui était changement climatique. Ensuite, à Addis Abeba, nous avons eu d'autres accords. Et donc, au fait, nous nous sommes mis d'accord sur les orientations. Et puis après, nous avons pensé à comment financer ce que nous avions décidé. Et nous avons écrit donc un livre blanc. Je voulais que ce soit synthétique et avec des éléments et je l'ai appelé « From Billions to Trillions » parce que je voulais quelque chose qui reste dans les mémoires. Et au fait, ce n'est pas tant que ça dans une économie telle que la nôtre. Donc, au fait, c'est le 1 avec 14 zéros derrière. Et si vous mettez 1 milliard, au fait, ce n'est même pas un tout petit bout. Ce n'est rien. Donc, si on veut travailler sérieusement, comment est-ce qu'on peut utiliser tous ces millions de milliards pour vraiment atteindre ce que nous voulons faire dans l'économie? Et la Banque mondiale, au fait, a essayé de chiffrer ce changement d'économie. Et tout cela, donc 5 trillions chaque année, en plus, c'est quelque chose d'énorme. Et à chaque fois que l'on parle de PNB, chacun a une idée, on dit que le chiffre est grand, mais on n'en sait pas plus. Et si l'on pense à l'aide publique, et comment est-ce qu'on peut utiliser toute cette aide? Et c'est vraiment le challenge qui est face à nous. Nous devons au fait mobiliser toutes les ressources que nous avons. Il faut changer l'infrastructure, il faut permettre aux gens d'économiser de l'argent et également mobiliser tout ce qui est argent privé. Il y a énormément de choses que l'on peut faire si au fait l'on transfère de l'argent public. Et l'économie marketing, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, mais aujourd'hui, il faut changer les contraintes pour que les ressources aillent dans la bonne direction. Et pour revenir à ce que je disais avant, d'un côté,
On a une pression publique, donc les standards, les normes, les références. Et de l'autre côté, on a la pression du marché, les travailleurs, les clients, les consommateurs, etc. Alors, par exemple, hier, nous avons eu 30 000 étudiants qui ont signé quelque chose pour un accord pour dire qu'ils ne travailleraient pas pour des sociétés qui ne seraient pas durables. Voilà, ça c'est également un petit peu de pression. Par exemple, si on parle des contrats avec le Bangladesh, et j'en ai vu en début d'année, voilà, on décide éventuellement que ce type de contrat est terminé. Voilà, donc ce sont toutes des questions qui sont cruciales et qui agissent en tant que pression. Et nous devenons tous schizophréniques à ce sujet, nous opposons tous des types de résistance. Et il n'y a personne qui pourra dire dans le monde et dire, bon, ok, maintenant on passe à un nouveau modèle. Au fait, nous pourrons passer au nouveau modèle seulement si nous, personnellement, nous le voulons. Et c'est ce que je dis également dans mon livre. Et si on ne peut pas changer le monde si personne ne veut changer soi-même avant tout. Ah oui, ça c'est très juste. Et donc, le fait de changer soi-même, vous nous avez donné de très bons exemples. Et par exemple, vous avez parlé de personnes, d'étudiants qui s'engageaient à travailler uniquement pour des personnes qui étaient prêtes à résoudre ces problèmes. Quelqu'un qui est dans le public et dit « Moi, je veux être partie de ce changement. Comment est-ce que je peux agir et comment est-ce que je peux trouver ou m'associer à quelqu'un qui veut financer ce changement? Comment est-ce que je peux être véritablement acteur pour mettre en œuvre ces solutions? » Alors, les réseaux sociaux sont quelque chose parfois de formidable et c'est quelque chose de génial parce que, au fait, c'est un peu comme lancer une bouteille à la mer et puis ce sont des personnes qu'on n'a jamais vues et on dit moi je suis très bon en finance, je veux changer le monde et au fait c'est juste un point de départ. Lorsque j'ai commencé à travailler, ça n'existait pas et j'aurais bien aimé que ça existe. Et généralement, je dis aux personnes, attention, il faut bien comprendre les finances, il faut contrôler les choses et comme tous les outils, il faut les utiliser à bon escient pour créer sa propre activité. Mais de toute façon, il faut être cohérent parce que dans la vie, et c'est ce que je dis à mes étudiants, donc maintenant, vous posez vos stylos, vous fermez les yeux et vous dites, bon, comment est-ce que je voudrais qu'on se rappelle de moi dans 40 ans? Ne le dites à personne. Voilà, et ensuite, c'est la vie qui continue, mais il ne faut pas perdre ça des yeux. Et il faut essayer de bouger, de faire en sorte d'arriver à ce que vous voulez faire et à poursuivre vos rêves, malgré tout ce qui se passe, malgré tous les obstacles, etc. Et donc, il faut naviguer entre les œufs, mais il faut garder toujours son objectif en tête. Alors, il n'y a pas qu'une seule voie pour arriver à vos rêves, il y en a plusieurs. Mais au fait, il faut garder les yeux bien ouverts et ne pas perdre son objectif de vue. Au cours des 15 dernières années, il y a eu des moments très forts. Avant le cas de Lehman Brothers, j'ai assisté à un séminaire à Paris avec l'Institut Montaigne et on avait invité Jean Tirole et Paul Volcker. Paul Volcker était l'ancien président de la Réserve fédérale. Alors, c'était quelqu'un d'extrêmement respecté, c'était quelqu'un vraiment qui en imposait. Et on lui a demandé, on lui a dit, vous êtes très critique avec les personnes de la finance. Et Volcker leur a dit, et j'ai été très impressionnée,
Et je lui ai dit, il nous a dit, je vais vous dire ce que j'ai dit à mon petit-fils. Et je n'accepte pas qu'en 2008, pas plus qu'en 1995, que en finance, si vous n'êtes pas smart, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Ah, c'est vrai que c'est une histoire très prenante et vous avez assisté à des moments très intéressants, très prenants, de l'histoire de la finance. Et au fait, vous êtes toujours présent à des moments très importants et ça, c'est vraiment fabuleux. Oui, voilà, également aujourd'hui, y compris aujourd'hui à Lille. Et est-ce qu'il y a une question qui vient du public? Comment est-ce que vous pouvez mesurer l'impact et comment est-ce que vous pouvez l'allouer vers un fonds d'investissement? Alors, brièvement, nous avons notre propre système d'évaluation et donc nous évaluons tous les nouveaux projets. Donc, nous avons un système qui est un peu similaire au AA, AAA, etc. Mais aujourd'hui, par exemple, on peut travailler avec une société et tous les trimestres, nous voyons si les sociétés qui sont dans le portefeuille évoluent à la hausse ou à la baisse. Et donc, nous évoluons avec ces tendances. Et cela me fait penser à une autre coïncidence historique, si on peut l'appeler comme ça. Les deux standards que l'on utilise du côté public et privé, alors, elles sont nées juste après la crise de 1925. Donc, du côté public, on a le PNB, donc du côté public. Avant, et on a créé petit à petit toute une série d'instruments pour pouvoir le mesurer. Et on voit que nous utilisons cela toujours aujourd'hui. Alors, du côté privé, Roosevelt a créé l'autorité de marché aux États-Unis et ça a été repris par Joe Kennedy. Et Kennedy voulait harmoniser tout ce qui était compte privé. Et il est très intéressant de voir que aujourd'hui, au fait, nous sommes au fait le résultat d'une grande crise. Et donc après la crise financière, la crise Covid, la crise sociale, peut-être il serait temps de revisiter la façon dont nous mesurons les activités financières. Et par exemple, est-ce que nous allons changer les paramètres que nous utilisons aujourd'hui? Allons-nous les garder? Allons-nous les modifier? Voilà. Et donc, en fin de compte, quelles sont les bonnes mesures qu'il faut adopter maintenant? Alors, vous êtes en train d'ouvrir de grandes questions. Bon, voilà. Moi, je vous donne les questions, je n'ai pas encore les réponses. Alors, nous avons encore quelques minutes à disposition. Et je voudrais, à titre de conclusion, que vous puissiez faire quelque chose que j'appelle le Lightning Round. Donc, si vous pouviez vraiment répondre à quelques questions éclairs, voilà, très très rapidement. Alors, je suis un peu fatiguée, mais je vais essayer de me réveiller pour finir. Alors, on va commencer par une question simple.
Alors, quelle est, en ce temps de pandémie, une chanson ou quelque chose Ah, la chanson, c'est We Will Rock You. Donc, un classique de Queen. Quel conseil pourriez-vous donner aux personnes? Alors, ouvrez vos yeux. C'est très bon. Et vous avez à peine publié un livre. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Alors, il s'appelle Comédie française. Et je lis au fait 1 ou 2 livres par semaine. Alors, cela fait partie du Open Your Eyes. À votre avis, quelle est la chose que vous ayez accomplie le mieux dans votre carrière? Ma famille. Ah, c'est une bonne réussite, ça, une belle réussite. Et quel est au fait un objectif que vous voulez toujours encore réaliser? Alors, parlant du rêve dont j'avais parlé à mes étudiants, alors, il y a des... J'aimerais bien contribuer à trouver la bonne voie à suivre en ce moment. Alors, c'est quelque chose qui, effectivement, est très important aujourd'hui. Quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné? Alors, c'est de nouveau, ouvrez les yeux, parce que nous vivons dans un monde, et surtout dans le système scolaire, où on se compare aux autres, à nos pairs, et on essaie d'aller toujours faire mieux, 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 et où on est toujours sur un même créneau et on avance. J'ai plein d'anecdotes dans ma vie où, au fait, je ne voulais pas faire quelque chose et puis, en fin de compte, je l'ai fait et ça a changé ma vie. Donc, voilà, c'est toujours ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas... il faut pouvoir ouvrir les yeux, il faut pouvoir élargir les vues. Et une dernière question. Alors, je sais que vous êtes impliqué, vous travaillez avec FinTech. Et qu'est-ce que vous pourriez dire sur l'intelligence artificielle chez FinTech, c'est en tant que partie de votre travail? L'empathie. Et c'est au fait ce qui les rend humains. Et c'est ce qui les rend humains. Et on a un respect les uns pour les autres. Et je pense que l'empathie est un bon mot qui nous aidera à conclure, parce que vous êtes quelqu'un qui montre une grande empathie à l'égard des autres. Et vous êtes dans une très bonne position pour, au fait, avoir un impact. Vous ouvrez votre cœur à travers les livres que vous avez écrits. Et cela nous est encore démontré par la conversation que nous avons eue avec vous aujourd'hui. Et nous pouvons voir quel peut être votre rôle important dans ce changement économique pour un futur plus durable. Merci beaucoup. Et je voudrais terminer, et donc je laisse de nouveau la parole aux organisateurs.